De Gurs à Auschwitz. Un podcast pour ne pas perdre le fil de l'histoire. Un podcast pour ne pas oublier. Car c'est quand on ne parle plus des morts qui disparaissent vraiment. Alors, je nous entraîne dans une aventure émouvante, souvent cruelle, mais essentielle. Dans ce 7e épisode, nous allons nous intéresser à la vie culturelle et humanitaire au camp de Gurs. Les deux se mêlent sans cesse. Le camp de Gurs n'est pas un camp de travail, mais les conditions de vie deviendront au fil des années de plus en plus difficiles. Au début, les réfugiés espagnols et les membres des brigades internationales s'organisent. Ils sont jeunes et leur première préoccupation est d'améliorer leurs conditions d'hébergement. Ils bricolent comme ils peuvent. Ils font aussi du sport, chantent, créent des objets décoratifs, même de splendides sculptures avec la terre argileuse, dont il ne reste que quelques photos souvenirs. Puis vient la période des indésirables et l'arrivée massive des Juifs du pays de Bade. Les îlots sont surchargés, les cabanes n'étaient pas faites pour durer et sont sérieusement abîmées. Il y a des femmes, des hommes plus âgés et des enfants qui subissent des conditions de vie inhumaines. Le pasteur Cadier de Laurent-Sainte-Marie et l'abbé Bordelongue de la paroisse de Gurs distribuent des denrées alimentaires, mais cela n'est pas suffisant. Heureusement, en décembre 1940, l'administration du camp, dépassée par la situation, accepte l'aide d'abord du Secours protestant, la CIMAD, puis du Secours suisse et du Secours quaker américain. Le comité central d'assistance est créé dans la foulée sur une idée du rabbin René Capel au cours d'une de ses visites à Gurs. Au printemps 1941, les internés gèrent des cantines par îlot, ravitaillées par la coopérative d'achat. Les fonds venant soit des internés, soit du comité central d'assistance, soit des comités d'assistance juifs, soit des œuvres humanitaires installées au camp. À cette période, l'OSE, l'Organisation du Secours aux enfants, s'installe au camp. La vie culturelle et religieuse est intense. L'art et la vie spirituelle sont comme des fondations, des socles pour les internés déracinés, déshumanisés. On prie, on danse, on chante, on dessine, on joue pour surmonter la tristesse et le désespoir, pour sauver sa vie ou ce qu'il en reste, pour sauvegarder le goût de vivre. Un membre des brigades internationales, autrichien. Pour combattre la démoralisation, nous avons renforcé nos activités culturelles en organisant des tournois d'échecs, des manifestations sportives et d'intéressantes conférences. Le 14 juillet 1939, c'est nous qui l'avons fêté. Nationale Ansprachen der einzelnen internierten Nationen unterstrichen die Freundschaft. Des discours de chacune des nations internées ont souligné l'amitié avec le peuple français. Nous, les Autrichiens, avons fait de la gymnastique au sol, les Espagnols ont dansé la sardane. Enfin, un match de football a opposé les Espagnols aux brigades internationales. Les Espagnols ont gagné haut la main. La Marseillaise a conclu cette belle fête. Les Français étaient là en spectateurs. Un prisonnier politique indésirable. La caractéristique de cet îlot, c'est que le nombre d'internés politiques qui s'y trouvaient s'est rapidement rassemblé pour faire front aux droits communs et nous imposer auprès des gardiens et organiser une vie caractérisée par une intense activité intellectuelle et politique. C'est ainsi, je me souviens, que l'écrivain Léon Moussinac nous faisait des cours de littérature, que Daniel Renoux, qui fut un des fondateurs du Parti communiste, animait des débats politiques et que
pour nous tenir en forme, nous avions organisé une chorale et un groupe de gymnastique qui entretenait non seulement le moral, mais notre état physique en vue des combats à venir. La CIMAD, Comité intermouvement auprès des évacués, célèbre ses 83 ans en 2023. Revenons sur le parcours hors norme de cette association œcuménique engagée dans la défense des personnes réfugiées et immigrantes. Au moment de la mobilisation générale en septembre 1939, la France ordonne l'évacuation de l'Alsace et la Lorraine. Transférés de force à bord de train, les protestants d'Alsace arrivent en Haute-Vienne et en Dordogne. Afin d'aider ces évacués et tenter de faire dialoguer deux cultures régionales à l'opposé, le CIM, Rassemblement de jeunes protestants, membre des unions chrétiennes de jeunes gens, dit YMCA, et de jeunes filles de la Fédération protestante des associations chrétiennes d'étudiantes, se mobilise. Le CIM, qui devient CIMAD en novembre 1939, affirme une ferme opposition à l'idéologie nazie et à l'antisémitisme. En juin 1940, le maréchal Pétain signe l'armistice avec l'Allemagne nazie et forme le régime de Vichy. Les réfugiés politiques originaires de Pologne, d'Allemagne, d'Espagne, d'Autriche sont désormais traités comme des indésirables étrangers. Geneviève Jacques, présidente de la CIMAD de 2013 à 2018. Dans l'été 1940, des appels proviennent de camps d'enfermement et d'internement du sud de la France, où le régime de Vichy, sous pression de l'idéologie antisémite, etc., avait enfermé ceux que l'on appelait les indésirables étrangers et qui se trouvaient être pour beaucoup des Juifs en provenance d'Europe de l'Est ou d'Allemagne, etc., qui avaient essayé de trouver refuge en France pendant la montée du nazisme. Dans le camp de Gurs se trouvaient plus de 6000 personnes dans des situations catastrophiques et le pasteur du coin fait appel à la CIMAD en disant il faudrait venir voir, il y a des choses à faire. Et voilà comment la CIMAD est entrée volontairement, sans demander l'autorisation d'ailleurs, dans les camps d'internement avec comme double objectif, on va dire 3 même, un objectif de présence fraternelle humaine, voilà, un objectif d'essayer de rendre le plus humain possible ces conditions de vie qui, elles, étaient inhumaines. Et la CIMAD est intervenue pas beaucoup sur l'aspect humanitaire, distribution de vêtements, etc. D'autres le faisaient, mais pour permettre aux personnes de retrouver leur dignité, ressourcer leurs forces, les cabanes CIMAD dans les différents centres étaient plus des lieux de rassemblement culturel. Il y avait des plus grands musiciens qui étaient enfermés dans ces camps, etc. Donc la CIMAD a essayé de permettre ça. Et puis le dernier objectif, c'était d'essayer de faire tout ce qui était possible pour faire sortir les gens, évidemment. Et j'en rajouterai un autre qui n'était peut-être pas un objectif au départ, mais qui s'est développé et qui fait partie de l'identité de la CIMAD, qui est non seulement d'être présent sur le terrain, d'être aux côtés de ceux qu'on veut rendre invisibles, mais aussi de dénoncer le plus possible à l'extérieur des conditions qui sont inacceptables. En 1940, la CIMAD fait appel à Madeleine Barrault, archiviste de formation et militante au sein d'associations de jeunesse protestante, pour qu'elle constitue des équipes d'intervention dans les camps d'internement. Madeleine Barrault était une femme d'un extraordinaire dynamisme et d'intelligence de la situation. Elle a su trouver les moyens pour dynamiser des équipes, trouver d'abord des gens, les amener dans des camps, les soutenir, parcourir la France dans des conditions difficiles. Elle avait des faux papiers. À une époque, la CIMAD fabriquait des faux papiers aussi, pour être auprès des équipes sur place et essayer de trouver des solutions, de trouver des réseaux, de trouver des gens. Et c'est à la fois cette capacité d'analyse de la réalité et visionnaire
et créative sur qu'est-ce qu'il faut faire, en mettant des temps très pragmatiques qui caractérisaient Madeleine Barrot et qui a permis de faire de cet ensemble, ces petites équipes de jeunes protestants pendant la guerre, de faire ce qu'est devenu la CIMAD, c'est-à-dire une association qui a acquis une notoriété internationale dans le monde œcuménique et qui a fait que voilà, la CIMAD est toujours vivante, très vivante. Madeleine Barrot. Il était évident, pas seulement pour les protestants, même pour tout chrétien qui réfléchissait un peu, persécuter les juifs était tout de même inadmissible. Ça passait toutes les limites de ce qu'on pouvait imaginer comme violation des droits de l'homme. Novembre 1942, l'armée allemande occupe l'ensemble du territoire français. La même année, la CIMAD ouvre des foyers d'accueil dans le sud et le sud-est de la France. Au Chambon-sur-Lignon, village protestant de Haute-Loire, les habitants se mobilisent pour cacher des populations juives dans le village et ses environs. L'accueil des réfugiés s'organise avec l'aide d'églises protestantes américaines, anglaises et françaises et des mouvements œcuméniques juifs et chrétiens. Notre motivation, elle était uniquement chrétienne et nous tenions à l'affirmer. Mais enfin, nous étions bien excités de la résistance. Extrait du discours de Madeleine Barrot lors du 50e anniversaire de la CIMAD, célébré au camp de Gurs en présence de Pierre Jox, alors ministre de l'Intérieur, et de Simone Veil. Que c'est avec une grande émotion que je me retrouve ici, où finalement je n'étais pas revenu depuis la fin de l'année 1943 et une certaine liquidation du camp. Si nous sommes ici et si la CIMAD, au moment où elle fête son 50e anniversaire, a tenu à le célébrer ici, c'est que des milliers d'amis ont souffert ici, ont été humiliés, bafoués. Un millier en est là et ils sont morts. Ça, on ne doit pas l'oublier. Il faut le dire et le redire. Et nous avons pensé que l'occasion du 50e anniversaire de la CIMAD était une occasion de le rappeler une fois de plus. C'est sûr, le camp de Gurs n'était pas un camp d'extermination. Ce n'était pas un Auschwitz, mais nous n'avons pas en tant que Français la même responsabilité, évidemment, que ceux qui ont dirigé les camps d'extermination. Néanmoins, pour un centre d'hébergement, pour un camp d'internement, même si on n'a pas pu éviter les déportations, néanmoins, ceux qui sont morts ici, ils ne sont pas morts en déportation. Ils sont morts parce qu'on n'a pas su à ce moment-là mener à bien la nécessité de ces internements ou de ces hébergements. Et là, vraiment, pour ceux qui sont morts ici, pour ceux qui ont souffert ici pendant de longues années, là, notre responsabilité est entière. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et en tout cas, à la CIMAD, on veut le redire et le penser pour le travail à faire aujourd'hui. Ça, c'est le point, si vous voulez, qui a mobilisé la CIMAD. Le bruit court, on commence à savoir que dans les conditions d'armistice qui ont été acceptées par Vichy, une clause dit que la France livrera aux Allemands les réfugiés politiques ou autres que l'Allemagne lui réclamera. Ça nous a paru inacceptable et ça nous a expliqué la détresse, la terreur, l'anxiété dans laquelle tant de milliers de gens devaient vivre. Le pasteur Cadier nous avait prévenus sur tout. À ce moment-là, j'étais disponible. J'arrivais de Rome, l'Italie venait de rentrer en guerre contre nous, où j'étais archiviste. Je dépendais du ministère des Affaires étrangères et j'étais pour le quart d'heure sans travail. Je suis donc arrivée tout de suite chez le pasteur Cadier à Oloron. Le pasteur Cadier m'a dit: moi, vous savez, archiviste et puis mouvement de jeunesse, ça ne fait pas tellement une possibilité d'entrer dans un camp militaire. Mais quelques heures après, alors que nous réfléchissions à ce qu'il fallait faire, tout d'un coup, une triste nouvelle nous a ouvert le chemin. Il y avait eu 2 naissances dans le camp. Un des bébés était mort. On n'avait pas d'infirmerie, on n'avait pas d'infirmière, on n'avait pas de voiture pour transporter les gens à Pau. Bref, tout le monde était consterné et plusieurs autres naissances étaient prévisibles dans des délais très brefs.
On a collecté immédiatement dans la paroisse de Pau quelques morceaux de layette pour le bébé qui lui survivait et je suis partie avec le pasteur Cadier, la layette sous le bras, derrière lui comme sa petite assistante et on est arrivé chez le commandant du camp, un militaire de carrière qui était effondré par la mort de ce bébé. Sans cela, je crois qu'il ne nous aurait en aucun cas accordé un entretien à ce moment-là. J'ai posé des questions. Est-ce qu'un camp militaire, en effet, n'est pas équipé pour ce genre de problème ? Non, nous n'avons pas de ligne à notre budget et si je demande une infirmière, ça mettra des mois. Et enfin, bref, il était absolument sous le coup de ce désastre et avec une audace dont je me demande encore comment je l'ai eue, je lui ai dit « Mais écoutez, je vais vous trouver une infirmière. » « Ah oui, mais on ne peut pas la payer. »« Mais oui, mais bénévole, les mouvements de jeunesse protestants vont vous trouver une bénévole. » Alors, le soir même, à Pau, je trouvai une infirmière militaire protestante que je connaissais depuis longtemps, Jeanne Merle d'Aubigné. Elle était disponible et prête à partir à Gurs, immédiatement. Dès le lendemain, le commandant, ahuri qu'on ait réussi à trouver quelqu'un, nous installer dans le camp. On n'a jamais eu d'autorisation. L'arrivée de la CIMAD dans le camp de Gurs n'est mentionnée dans aucune pièce officielle. On n'a jamais eu le moindre papier, mais on a eu une baraque, on a eu toutes les possibilités d'action. Et je dois dire d'ailleurs que ensuite, si j'ai pu en tant que secrétaire général installer une trentaine d'équipiers dans une dizaine de camps, c'est à cause de Gurs. Nous n'avons jamais eu d'autorisation, nous n'en avons jamais demandé d'ailleurs par prudence, et puisque nous étions à Gurs, les directeurs des autres camps, Rivesaltes, Recébédou, Rieucros, Saint-Cyprien, etc., n'ont fait aucune objection et la CIMAD a pu travailler pendant toutes ces années dans les camps. Je dois dire d'ailleurs que néanmoins, on n'avait pas d'autorisation, mais quant à moi par exemple, j'allais très fréquemment à Vichy, où au ministère de l'Intérieur, on avait créé un service des camps à partir du moment où le camp de Gurs était devenu camp civil. Et ce service des camps, j'ai été probablement la première, connaissant la vie des camps, à pouvoir en faire part au chargé du service des camps qui était un ancien ambassadeur qui arrivait de Tahiti et qui n'avait pas beaucoup de connaissances des camps. Je me demande encore maintenant comment j'ai pu avoir accès immédiatement auprès de lui. Et quand j'y réfléchis bien, c'est parce que j'avais été l'assistante de M. Carpoccino, le directeur de l'école de Rome, où moi-même j'étais archiviste, et que, habitant chez M. Carpoccino et amené dans sa voiture chez ce nouveau service des camps, j'ai immédiatement eu toutes mes entrées chez lui et pendant toute la guerre, ce qui nous a énormément aidé tout de même dans notre travail. Mais inutile de dire que quand on est ici, on pense surtout à ce qui n'a pas marché et pas à ce qu'on a pu faire. Permettez-moi de me contenter de quelques souvenirs personnels, car quand on arrive ici, quand on est sous ces arbres et même devant ce cimetière et son millier de tombes, on a de la peine à imaginer ce qu'était le camp, là-bas. La boue, la faim, car l'administration du camp recevait 11 francs 50 par jour pour nourrir les internés. Mais certainement, ce n'était pas cette somme-là qui arrivait intégralement dans la soupe qu'on nous servait. Les maladies, les parasites, les rats surtout, la fièvre typhoïde qui a atteint des équipiers de la CIMAD aussi. Et puis, quelque chose qu'on ne voit plus du tout maintenant et qu'il aurait peut-être fallu préserver. Je regrette que ça n'ait pas été préservé, cette route qui traversait le camp et autour de laquelle toute la vie du camp se concentrait. Ce n'était pas une tranchée entre les arbres comme c'est maintenant, mais c'était une sorte de digue en hauteur qui dominait les baraquements, qui servait de possibilité de surveillance par le haut de ce qui se passait dans les différents îlots et où toute la vie se concentrait, qui était le seul point où les internés pouvaient un peu sortir de la promiscuité de leur baraque et voir un peu de vie extérieure. C'était même l'endroit où finalement des maris et femmes internés dans des îlots différents pouvaient avoir de temps en temps la permission de se voir un moment. C'est dommage, à mon avis, qu'on n'ait pas pu restituer un peu de cela. Alors, pour parler de la vie du camp, je voudrais aussi rappeler l'énergie extraordinaire qu'ont manifesté les internés. Je suis encore en admiration de ce que j'ai vu, en particulier dans la communauté juive. Il y avait 13 rabbins dans le camp et avec une vie intense de pratiques religieuses, d'études. Vraiment, la vie spirituelle pour le juif a été un soutien extraordinaire.
Et catholiques et protestants étaient également soutenus par des aumôniers venant de l'extérieur, d'Oloron, de Sauveterre de Béarn, de Gurs pour les catholiques, et il y a eu des études de l'Ancien Testament que catholiques, protestants et juifs ont partagées et qui ont été au point de vue psychologique et spirituel une des plus belles choses que je garde en mémoire. Il y avait aussi une vie artistique, car il faut dire qu'y étaient internés toutes sortes de gens extraordinaires qui étaient réfugiés politiques en France depuis quelque temps et qui se trouvaient là. Une partie de l'Opéra de Berlin, le premier violon de la Philharmonique de Vienne, la famille de Thomas Mann, un nombre impressionnant de médecins, en particulier un médecin qui avait institué des opérations chirurgicales crâniennes et qu'un jour on a appelé de Gurs à l'hôpital de Pau pour sauver un malade. Ça veut dire qu'on avait beaucoup de conférences, qu'on organisait des concerts et que même la représentante d'une des œuvres qui se trouvait dans le camp, le Secours suisse aux enfants, a recueilli toute une collection de dessins qui sont d'une très grande valeur. C'était extraordinaire. On mourait, on était malade, on vivait dans la boue, on avait peur des déportations, et qui sont venues plus tard, mais on a vécu une vie intense. Faire savoir, informer, éveiller la conscience de l'opinion publique sur des questions comme la question de l'antisémitisme et du racisme, c'est certainement une des tâches que Gurs nous rappelle au moment de notre anniversaire. Arlette Dachary, employée des ponts et chaussées au camp de Gurs. Il n'y avait pas beaucoup de distractions pendant la guerre. Le plus, c'est qu'on allait voir à Navarrez les matchs de rugby ou les parties de pelote. C'était les seules distractions. Mais au camp, par contre, quand j'ai habité Gurs, quand j'habitais Bastogne, je ne pouvais pas parce que je rentrais à 12 km. Mais quand j'ai été à Gurs, j'ai assisté à des séances théâtrales au camp, données par les internés. Il y avait une grande baraque, je ne sais pas ce que ça avait été, cette baraque, qui était beaucoup plus haute et grande que les autres, où on faisait théâtre. Et c'était, parce qu'il y avait, dans le camp aussi, il y avait la ligne de démarcation. C'est-à-dire, à la fin des services administratifs, il y avait une barrière qui se levait et se baissait, où il y avait toujours une guérite avec un gardien. Et avant cette, et des barbelés, bien sûr, parce que c'était, à partir de là, c'était les îlots. Et là, juste avant ça, il y avait donc une grande baraque. Elle avait dû être construite, je ne sais pas pourquoi. Elle était plus grande que les autres. Et c'est là qu'on faisait le théâtre. Et là, on a vu des séances théâtrales formidables, parce qu'il y avait dans les internés, il y avait des artistes, de véritables artistes. Oh, ben, il y avait une chanteuse, Maria Fouche, qui était une chanteuse d'opéra ou d'opérette, je ne sais pas. Maria Fouche. Oui. Et il y avait un violoniste de Vienne, je pense, je crois qu'il s'appelait Brunner. Ouais. Et puis alors il y avait des artistes de théâtre. Il y avait Nathan, qui faisait le metteur en scène et l'acteur. Et il y avait des chanteuses, deux sœurs, là, je ne me rappelle plus leur nom, mais dans le livre de M. Lahari, il y a leur nom. Et cela, il y a une partie de cette troupe qui s'est évadée et qui est partie en Espagne. J'espère pour eux qu'ils se sont sauvés complètement, parce qu'on n'a pas entendu dire qu'ils avaient été repris. Hein. C'était des Israélites. Et un jour, on a dit, oh, la troupe, Nathan et les autres, ils sont partis, ils ont réussi à s'évader, ils sont partis en Espagne. Ça devait être, je pense que ça devait être en 43, début 43, avant les... Attendez, non, qu'est-ce que je dis, en 42, avant les départs pour le... Parce que j'étais au village, j'habitais au village. Alors ça devait être en 42, vers le printemps 42, avant les départs pour l'Allemagne, quoi. Les convois pour l'Allemagne. De temps en temps, ils en faisaient dans les îlots pour eux, pour les internés, mais de temps en temps, ils en faisaient pour le personnel du car. C'était des choses qu'on connaissait. Ils ont joué ils ont chanté surtout, parce qu'ils n'avaient pas peut-être les moyens de faire toute une opérette, mais cette chanteuse-là, elle chantait des airs d'opérette ou d'opéra comique qu'on connaissait. Et puis ils ont fait quelques petites séances théâtrales avec ses sœurs, là, ces deux sœurs qui chantaient et qui dansaient aussi. C'est des choses qu'on connaissait quand même, parce que pour le personnel français, il faut dire que beaucoup savaient parler très bien le français. Et
il faisait des séances en français pour le personnel français, bien sûr. Ah non, pas là, non. C'est les internés qui donnaient la représentation, mais les gens qui assistaient, c'était les Français. Peut-être les chefs d'îlot, c'est possible, parce que les chefs d'îlot qui étaient des internés, ils avaient des laissez-passer, ils venaient souvent dans le quartier administratif. C'était plutôt drôle, ou le violoniste, par exemple, là, il jouait de la musique classique, c'était... ou du classique ou du drôle, si vous voulez, mais ils essayaient d'oublier sans doute leur situation. Quelquefois des tournées qui passaient à Navarrense, mais une tournée qui venait de Toulouse, je ne me rappelle plus le nom, qui venait de temps en temps. Mais autrement, non, nous n'avions rien. On avait, je vous dis, que le sport, la pelote basque et le rugby, comme distraction le dimanche. Et au fond, au point de vue culturel, il y a le Secours protestant a fait beaucoup de choses dès le début pour ça. Hein. Il y avait des conférences, il y avait quand même des intellectuels, des professeurs, qui avaient les jeunes, qui leur faisaient des cours. Hein. Et même déjà parmi les Espagnols, parce que avec les républicains espagnols, il y avait les brigades internationales. Et dans ces brigades internationales, il y avait des intellectuels de beaucoup de pays, d'Autriche, d'Allemagne, qui étaient capables. Alors il y avait beaucoup de conférences. Au point de vue intellectuel, culturel, il y a eu beaucoup de choses de faites quand même. C'est vrai. Les protestants ont fait beaucoup, surtout au début pour ça. Il y avait encore un îlot où il y avait, je ne me rappelle plus lequel c'était, où il y avait des brigades internationales. Il y avait des Hongrois, il y avait des Autrichiens, des Allemands. Il y avait, beaucoup d'Allemands, je pense. Des Allemands qui déjà étaient contre Hitler, qui n'étaient pas forcément israélites. Il y en avait d'israélites, mais il y en avait qui n'étaient pas israélites, mais qui étaient contre le régime hitlérien et qui s'étaient réfugiés en France. Oui. Et puis qui étaient partis à la guerre d'Espagne. Il y avait un épousal assez important. Hein. Au début, c'était souvent des internés docteurs ou infirmières qui étaient employés. Après, parmi les Israélites, il y avait des femmes. D'ailleurs, quand on a fait le film, il y avait une ancienne infirmière qui est venue d'Autriche pour le film. Avec son fils, l'avait accompagné. Son fils qui était né, je crois, au camp. Parce que il y avait l'hôpital, mais il y avait une maternité au camp. Alors, il y a la maternité, je pense qu'on l'a créée parce qu'il y avait sûrement des femmes enceintes, peut-être, qui étaient arrivées. Mais il y a eu des naissances qui ont été conçues au camp. Et entre Israélites et Espagnols, même. Oui. Il y en a eu assez. On a relevé une année avec mon mari, nous sommes allés à Gurs, relever les naissances qui avaient été déclarées à la mairie de Gurs. Toutes n'étaient pas déclarées là, parce qu'il y en avait qui partaient accoucher à Pau. Quand c'était compliqué, on les envoyait à Pau, parce qu'il y avait presque quand même ce qu'il fallait au camp. Et il y a une personne qui avait été adoptée par des Suisses qui n'avaient pas d'enfants, et qui a su un jour, parce qu'elle a retrouvé un bracelet, qu'elle était d'origine juive. Et que ces gens l'avaient adoptée. Et pour pas qu'on sache qu'elle était juive, la personne, c'était une institutrice, je crois, la personne qui l'avait adoptée, s'est arrêtée de travailler pendant quelques mois pour qu'on croie vraiment qu'elle était enceinte. Et elle a dit que c'était sa fille. Et quand la mère est morte, elle a su plus tard qu'elle n'était pas leur enfant, qu'elle était d'origine juive. Alors, elle avait écrit, elle avait su qu'elle pensait qu'elle était née à Gurs. Et alors nous sommes allés chercher, on a trouvé, on lui a envoyé les listes, mais il n'y avait rien qui correspondait au nom de... On n'a pas pu trouver. Je ne sais pas si elle a trouvé après. Nous l'avions dirigée vers Mademoiselle Kaiser, là, donc la dame suisse, l'infirmière suisse qui s'occupait des enfants au camp. Je ne sais pas si elle a obtenu quelque chose, on n'a plus su de nouvelles. Alors c'est là que nous avions été, il y avait quand même un certain nombre d'enfants, il y avait bien à peu près des dizaines d'enfants par an. Parce qu'elle avait écrit à Oloron, à la mairie d'Oloron. Et comme la mairie d'Oloron, ils savaient tout ce qu'on avait été au camp,
Ils ont dirigé vers nous. On a eu plusieurs visites de plusieurs personnes, entre autres celle qui avait écrit le livre avec Anna Schramm, là. Madame Volinaire, comme ça, qui est à Paris, elle est enseignante, je ne sais pas. Oui. Nous, on allait se faire soigner quelquefois. Je suis pas rentrée dans les salles d'hôpital, mais je suis rentrée chez le dentiste, des trucs comme ça. Il y avait tout. Il y avait le dentiste. On allait se faire soigner par les docteurs. Moi, j'ai eu l'angine, c'est le docteur. Il y avait un docteur français, un chef français, mais petit à petit, ils sont partis, les docteurs français. Et je me rappelle avoir eu une angine, là, à la fin de la guerre. Et c'est le docteur juif qui m'a... Il était autrichien, je crois. Il n'est pas parti, lui non plus. Il y en a certains, vous voyez, qui étaient utilisés dans des services, ils n'ont pas été mis sur les listes. Donc, le directeur du camp, quand la préfecture lui donnait l'ordre d'envoyer tant de personnes, c'était de tel âge à tel âge au début, je pense. D'abord des hommes, puis dans les premiers départs, je crois qu'il y avait des femmes et des enfants aussi. Il donnait tant de personnes de tel âge à tel âge. Et c'est lui qui les avait au camp, c'est lui qui donnait la liste. Alors, même si ces personnes-là correspondaient à l'âge, s'ils en avaient besoin dans les services, ils les gardaient. C'était un autre, le pauvre, qui partait à la place, sûrement. Il y avait toutes ces œuvres, heureusement, parce que ça a quand même amené un secours, surtout pour les enfants, pour tout ça, pour les vieillards. On avait certaines que l'on voyait, par exemple, les infirmières s'occupaient de la Croix-Rouge. Et on a vu, elles recevaient, je pense, des dons je ne sais pas si c'était d'Amérique du Sud, ou d'Amérique du Sud sûrement. Alors c'était ou du lait concentré, ou pour les enfants, ou des confitures, ou du savon pour la toilette, des histoires comme ça, quoi, qu'elles distribuaient. Oh, l'infirmière du camp, ça lui est arrivé de nous donner des petits morceaux de savon. Oh, c'était pas des grands morceaux, c'était des petits morceaux, mais c'est arrivé qu'elle nous en donnait quand elle en recevait beaucoup et quand il y a eu moins d'internés, qu'elle avait moins de distribution à faire, c'est arrivé qu'elle nous a eu donné des petits morceaux de savon. Ah oui, c'était l'infirmière chef du camp, mademoiselle Aubry. Ce cours suisse c'était pour les enfants, hein. C'est-à-dire, elle s'occupait beaucoup de la maternité et des enfants, d'occuper les enfants, de les amuser, de les soigner. Elle devait arriver à leur donner des rations de lait, je pense, concentré ou autre. Elle s'occupait surtout des enfants, mademoiselle Kessler, là. Qui avait été, d'ailleurs, elle avait été infirmière suisse pendant la guerre d'Espagne. Elle avait été en Espagne pendant la guerre, avec le secours suisse. Elsbeth Kasser du Secours suisse. Am 20. Dezember 1940 komme ich mit einem permis spécial von Monsieur le Préfet. Le 20 décembre 1940, j'arrive avec un permis spécial de Monsieur le Préfet d'Oloron de Pau à l'entrée du camp. On est très étonné qu'une étrangère soit autorisée à entrer. Je dois attendre. J'accède enfin à la baraque du directeur où, un moment après, on me reçoit. J'explique qu'un baril de lait en poudre va arriver et que je voudrais aider. Monsieur le directeur m'en remercie, mais à ma demande d'habiter au camp, il répond sans ambiguïté. Sœur Kasser, vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est absolument impossible. Vous ne connaissez pas les circonstances, la situation. À quoi je réponds? Je sais ce que c'est que la guerre. J'ai travaillé pendant la guerre civile espagnole. Je n'ai pas peur. Si je veux aider, je veux aussi partager la vie des internés. Mais c'est impossible, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je reste calme. J'insiste. Je ne peux connaître ni la situation des réfugiés,
ni leurs besoins si je n'habite pas là. Et parce que la nuit tombe, il ne peut faire autrement que de me laisser escorter à l'autre bout du camp et pour la première fois, je parcours cette allée centrale, 2 kilomètres de long, jusqu'au bout, près du cimetière. Il y a là, à demi abandonnée, une baraque qui, la nuit, sert de bar aux agents de la sûreté. On m'y affecte un appentis. Heureusement, on peut fermer à clé, avec un cadre de lit en fer et une couverture de laine. Oh, c'était une femme très bien. Non, c'était une infirmière civile, oui. Elle était de Zurich, je crois. Quand elle nous a écrit après le fameux film, là, c'était de Zurich. Elle était suisse-allemande, je pense. Oui. Elsbeth Kasser du Secours suisse. Bald spürte ich, dass die Jugendlichen notwendig hatten, etwas zu lernen. J'ai vite senti que les enfants avaient besoin d'étudier, besoin de langues étrangères, car ils espéraient pouvoir émigrer. J'ai donc fondé, sans hésiter, une école en 4 langues. Et après le petit déjeuner, on faisait la classe en polonais, en français, en allemand et en espagnol. Il a fallu quelques semaines pour que les tables arrivent, que les bols arrivent et que je puisse donner à chacun la même ration. J'ai vite constaté que les adolescents souffraient plus de la faim que les enfants et qu'ils n'avaient plus de but. J'ai donc essayé de planter un potager. Il fallait trouver les outils. J'en ai obtenu par d'autres organisations et très vite, tout ce terrain est devenu un beau jardin. Les gens me croyaient folle. On ne va pas passer notre vie ici. Mais les premières fleurs se sont ouvertes, les premières pommes de terre ont poussé, les petits pois, c'était une grande joie. Die Leute dachten, ich sei verrückt. Man wolle doch nicht ewig im Lager bleiben. Aber die ersten Blumen begannen zu blühen. Die ersten Kartoffeln begannen zu sprießen, die Erbsen. Das war eine große Freude. Ensuite, on a transformé les barils de lait en poudre en instruments de musique. J'ai trouvé des cordes à oloron, le bois pour les touches, on l'a volé dans les charpentes, et voilà qu'on a eu un orchestre de 12 instruments. Und wir hatten plötzlich ein Orchester von 12 Instrumenten. Et chaque matin, on chantait des chansons, on oubliait qu'on était dans un camp. Les enfants exultaient, ils étaient contents, et même quand il pleuvait et qu'ils étaient tristes, je leur racontais des histoires. Ces histoires qu'on raconte partout quand il pleut, même quand il pleut ailleurs. Wie es sie eben geben konnte, wenn es regnet, auch anderswo regnet. Discours de Simone Weil en janvier 2007 lors de la cérémonie en hommage au Juste de France. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les Justes de France, c'est à vous que mon propos s'adresse. À vous tous qui nous entourez, ainsi qu'à ceux qui n'ont pu se joindre à nous. À vous aussi qui avez aidé à sauver des Juifs sans chercher à obtenir cette reconnaissance. Au nom de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, au nom de tous ceux qui vous doivent la vie, je viens ce soir vers vous pour vous exprimer notre respect, notre affection, notre gratitude. On ne saura jamais exactement combien vous êtes. Certains sont morts sans juger utile de se prévaloir de ce qu'ils avaient fait. D'autres ont cru être oubliés de ceux qu'ils avaient sauvés. D'autres, enfin, ont même refusé d'être honorés, considérant qu'ils n'avaient fait que leur devoir de Français, de chrétiens, de citoyens, d'hommes et de femmes envers ceux qui étaient pourchassés pour le seul crime d'être nés juifs.
Certains Français se plaisent à flétrir le passé de notre pays. Je n'ai jamais été de cela. J'ai toujours dit, et je le répète ce soir solennellement, qu'il y a eu la France de Vichy, responsable de la déportation de 76 000 Juifs, dont 11 000 enfants, mais qu'il y a eu aussi tous les hommes, toutes les femmes, grâce auxquels les 3/4 des Juifs de notre pays ont échappé à la traque. Ailleurs, aux Pays-Bas, en Grèce, 80% des Juifs ont été arrêtés et exterminés dans les camps. Dans aucun pays occupé par les nazis, à l'exception du Danemark, il n'y a eu un élan de solidarité comparable à ce qui s'est passé chez nous. Vous tous, les Justes de France auxquels nous rendons hommage aujourd'hui, vous illustrez l'honneur de notre pays, qui, grâce à vous, a retrouvé le sens de la fraternité, de la justice et du courage. Voilà plus de 60 ans. Vous n'avez pas hésité à mettre en péril la sécurité de vos proches, à risquer la prison et même la déportation. Pourquoi? Pour qui? Pour des hommes, des femmes et des enfants qui, le plus souvent, vous ne connaissiez même pas, qui ne vous étaient rien, seulement des hommes, des femmes et des enfants en danger. Pour la plupart, vous étiez des Français ordinaires, citadins ou ruraux, athées ou croyants, jeunes ou vieux, riches ou pauvres. Vous avez hébergé ces familles, apporté réconfort aux adultes, tendresse aux enfants. Vous avez agi avec votre cœur parce que les menaces qui pesaient sur eux vous étaient insupportables. Vous avez obéi sous le coup d'une exigence non écrite qui primait toutes les autres. Vous n'avez pas cherché les honneurs et vous n'en êtes que plus digne. Je tiens ce soir à vous remercier, Monsieur le Président de la République, d'avoir publiquement osé reconnaître la responsabilité de l'État dans les lois scélérates de Vichy. À vous remercier aussi d'avoir sans phare, à maintes reprises, et notamment au Chambon-sur-Lignon, rappelé l'action exemplaire, courageuse et fraternelle des Français, dont certains vous entourent ici ce soir. Face au nazisme qui a cherché à rayer le peuple juif de l'histoire des hommes et à effacer toute trace des crimes perpétrés, face à ceux qui, aujourd'hui encore, nient les faits, la France s'honore, aujourd'hui, de graver de manière indélébile dans la pierre de son histoire nationale cette page de lumière dans la nuit de la Shoah. Les Justes de France pensaient avoir simplement traversé l'histoire. En réalité, ils l'ont écrite. De toutes les voix de la guerre, leur voix était celle que l'on entendait le moins, à peine un murmure qu'il fallait souvent solliciter. Il était temps que nous les entendions. Il était temps que nous leur exprimions notre reconnaissance. Pour nous, qui demeurons hantés par le souvenir de nos proches, disparus en fumée, demeurés sans sépulture, pour tous ceux qui veulent un monde meilleur, plus juste et plus fraternel, débarrassés du poison de l'antisémitisme, du racisme et de la haine, ces murs résonneront désormais et à jamais de l'écho de vos voix, vous les Justes de France, qui nous donnez des raisons d'espérer. J'espère que cet épisode vous a plu. Mangez un peu mieux, le réconfort de ce savoir mensuel des êtres humains internés qui sont aidés par d'autres êtres humains, qui ont la chance d'être libres et qui ont le cœur et le courage de devenir des internés volontaires ou bien d'héberger des populations en danger. Le rôle des humanitaires est essentiel. Encore maintenant. Shakespeare écrivait « Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Et notre vie durant,
nous jouons plusieurs rôles. Le dessinateur Horst Rosenthal avait fui son pays, l'Allemagne, pour se réfugier en France, mais il a transité par le camp de Gurs avant d'arriver à Auschwitz, d'où il n'est jamais reparti. Il nous reste ces 3 carnets. Mickey à Gurs, La journée d'un hébergé et Petit guide à travers le camp de Gurs. Mickey, c'est lui, la narration distanciée de son internement, comme s'il contrôlait l'intrigue et les personnages. Une bande dessinée pleine d'humour qui dénonce l'absurdité de sa condition d'interné. L'art pour guérir, l'art pour résister, l'art pour témoigner. De Gurs à Auschwitz. Un podcast pour ne pas perdre le fil de l'histoire. Un podcast pour ne pas oublier. Car c'est quand on ne parle plus des morts qu'ils disparaissent vraiment. Alors, je nous entraîne dans une aventure émouvante, souvent cruelle, mais essentielle. Une aventure où les témoignages des rescapés se mêleront aux connaissances des historiens. Une aventure où l'histoire traverse, bouleverse, renverse des vies. Je vous invite à ce voyage 2 fois par mois. Pour ne rater aucun épisode, inscrivez-vous sur enlocomotive.com. À très vite.